Il n'y a que ça. Le problème du grand Vous frère. avez amené la tricherie jusqu'à l'international. L'affaire de la tricherie au Cameroun. C'est une affaire de votre enfant que vous voulez placer. Et vous avez les autres. Non, professeur. Vous ne faites que ça. Professeur, s'il vous plaît. Le chauvinisme idiot. Professeur, s'il vous plaît. Placer les gens qui n'ont pas travaillé. S'il vous plaît. Vous agrégez un enfant, on le chasse, anesthésiste, on le chasse au bloc opératoire, l'hôpital général de toi là. Oui, mais quand vous faites ça. Laissez André. De professeur, laissez André Luther Meka poursuivre. Mais il est en train de mentir. Laissez-le, vous allez répondre. Hey, professeur, s'il vous plaît. Dites que je mens. On n'a pas chassé votre enfant agrégé il y a 2 ans en anesthésie de réanimation. Devant sa maman. On l'a chassé à l'hôpital général de Douala. Professeur, c'est vrai que... Tu n'es pas à Douala, tu ignores ça. S'il vous plaît. Dis que je mens. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que si tu dis que je mens, je te donne son nom. Ce n'est pas l'objet du débat de ce dimanche, professeur. Poursuivez André Luther Meka. Ils viennent bavarder à la télé. Poursuivez. Non, professeur, s'il vous plaît. André Luther Meka n'est pas responsable de ce qui s'est passé au CAMES ou ailleurs. Laissez-le. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans l'émission Club d'élite, l'air est électrique. Bruno Bédia, visage imperturbable au centre de ce volcan en éruption, donne le ton. Autour de lui, 6 figures du débat politique camerounais croisent le fer sur un sujet qui déchaîne déjà les passions dans le pays. La prise de position de certains évêques contre une nouvelle candidature de Paul Biya en 2025. La scène est digne d'un théâtre antique, des gladiateurs verbaux armés de leurs convictions, prêts à en découdre dans une arène médiatique. Les invités sont de taille. Jean Bayebek, un nationaliste féroce, Abel Elimi Lobé, un homme politique affûté, et Pascal Charlemagne Messanga-Nyamding, biaïste critique, affrontent les défenseurs acharnés du RDPC. Les éclats de voix dans les premières minutes laissent déjà présager une émission tendue et tumultueuse. Quand vous demandez des prêts, des appuis, ce n'est pas le président Paul Biya qui vous donne l'accord, c'est le ministre des Finances. Oui, le ministre des Finances, c'est qui? C'est pas ou le ministre de l'économie. Ou le ministre de l'économie. Monsieur Meka, vous parlez de quoi? C'est Biya qui les nomme. Quand nous parlons de décentralisation... C'est la nomenclature. Non. On parle moi, je croyais que c'est un terme de décision. Non, quand on parle de décision, on ne parle pas de déconcentration. Formés dans les filières de nous parlons de décentralisation, ça veut dire des pôles de décision autonomes. Tu es DAF à Douala, tu es inspecteur des finances ou inspecteur des impôts, tu connais les finances. Je suis diplômé en sociologie économique. Non. Là, tu confonds. Il ne faut pas confondre la décentralisation. Donc, on t'a donné, je suis diplômé en technique administrative. Des finances. Et des impôts, et des douanes. C'est ça qu'on t'a donné. C'est pas ce qu'on fait là-bas. Parce que tu t'appelles le MECA. C'est pas ce qu'on fait là-bas, professeur. Souvent, on fait quoi? C'est pas ce qu'on fait là-bas. Regarde la plaque. À part toi, les autres DAF sont les gars qui sont inspecteurs de finances. Vous n'avez pas. S'il vous plaît. Il y a un groupe qui est comme lui. Professeur. Qui est même, lui il dit qu'il est sociologue. D'autres sont même mathématiciens, historiens. J'ai fait technique administrative. Professeur, s'il vous plaît. Même demain, tu seras chirurgien. Professeur, ne faisons pas, s'il vous plaît, ne faisons pas de fixation sur votre gouvernance est chaotique. Sinon, je vais prendre... Vous gouvernez comme des animaux. Sinon, on va prendre une pause à la régie. Ne parlez pas de vous. Tout à l'heure. Jean Bayebek n'est pas un simple invité, il est une tornade. Dès qu'il ouvre la bouche, on sait que quelque chose va se produire. Fidèle aux idéaux de Ruben Oumniobé, il s'attaque frontalement à André Luther Meka, porte-parole du RDPC, qu'il accuse de défendre aveuglement un système qu'il qualifie de machine à broyer les âmes. La voix du professeur résonne, puissante, indignée. Bayebek ne parle pas, il rugit. Ses mots sont des coups de massue, des éclats de vérité brute. Mais au-delà de ses emportements, il incarne une colère partagée par des millions de Camerounais lassés d'une politique qu'ils jugent stérile et oppressive. Devant les gens, tu dis que tu es quelqu'un. On revient. Un vrai zombie. Professeur, pardon. Un modèle du système. On est à l'antenne, professeur, s'il vous plaît. Comme ça. Professeur, non, ne les traitez pas comme ça sur le plateau. Attendez, lorsqu'on va sortir de l'émission, vous pourrez les traiter comme vous voulez.
Retour sur le plateau, s'il vous plaît. C'est les gens comme ça veulent légitimer ce système où on a bousillé les citoyens normaux qui ont un cursus normal, on les a bousillés. D'accord? Professeur, on est en direct, s'il vous plaît. Vous êtes on est en direct, s'il vous plaît. Parce que le moment venu, on va vous brûler. Merci. On revient sur le plateau. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Professeur. Mais quand je te mets aujourd'hui dans la liste rouge, là où il y a Moulinès et Petit Jaco, tu es dedans. Professeur, on passe Mais la tu es un ramasseur de balles. On passe la parole. Oh là là. Merci, professeur Messanganya. Merci. Il n'y a pas de courtoisie on devant passe la la parole, s'il vous sauvagerie. plaît. La seule façon de lutter contre la sauvagerie, c'est la sauvagerie. Non, Mais moi, je fais la sauvagerie verbale. Un professeur de rang Maté magistral, Sane. un professeur de rang magistral ne peut pas être un sauvage. Moi, là, je suis politicien. Laissez les amphis. Merci. Parce que vous avez voulu... Quand j'étais bon professeur à l'hôpital central, ici à Mélène, qu'est-ce qu'ils ont fait de moi? Sur le plateau, le prof Baïbek est incontrôlable. Il interrompt, il coupe, il crie. Bruno Bédian tente de maintenir le cap, mais la force du professeur est telle que même les techniciens sont obligés de marquer un temps d'arrêt à l'émission. Sauf que là, le micro du prof n'est pas coupé. Vous avez triché et on vous a placé. Et vous voulez venir donner la leçon. Mais ça ne doit même pas rester à côté de toi. Pourquoi tu as accepté ça? Retour sur le plateau de Club d'élite, toutes nos excuses aux spectateurs pour les désagréments engagés, orchestrés et subis. À partir de ce plateau, on espère que les esprits se sont calmés. Pourtant, cette fougue, ce chaos apparent cache une réalité plus profonde. Jean Baïbek est le miroir d'un Cameroun fracturé où la frustration accumulée éclate sans prévenir. Mais Sanganya Mding, pourtant biaïste, trouve des excuses à cette impétuosité. Comment ne pas comprendre, murmure-t-il presque en aparté, ce système aboyé tant de rêves. Quand on est un peu responsable, vous comprenez que M. Baïbek, professeur, est un homme touché, traumatisé par un système violent. Écoutez, j'ai lu un peu les interprétations de l'ouvrage de Champollion sur les hiéroglyphes qui expliquaient qu'effectivement Agar était une Égyptienne noire qu'Abraham a foutu à la porte parce que il voulait un héritage avec sa sœur Sarah, qui était en réalité sa sœur, qu'il avait présentée au pharaon comme étant son épouse, qu'il avait présentée au pharaon comme étant sa sœur. Et Agar a dit que celle qui a eu pour fils unique Ismaël a eu cette phrase lorsque abusivement elle a été chassée par Abraham. Abraham, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est comme ça que j'interprète les cris de Baïbek. Moi, j'aurais pu faire pareil parce que si je demande aujourd'hui au ministre Jacques Famendongo, où ma mère décédée aujourd'hui a été l'intermédiaire entre Famendongo et le ministre Ferdinand Oyuno, qui ne voulait pas le voir. C'est chez ma mère qu'il est venu. Ma mère est allée voir son amie, qui est l'épouse de Oyuno, en disant que pardon. Parce que j'étais témoin lorsque Ferdinand Oyuno lui a arraché le micro, en disant tu ne parles pas, tu étais un opposant à Lille. Alors si je demande, je fais comme Baïbek, j'aurais pu dire que Jaco, parce que c'est pour ça que moi je l'appelle, on a tué. Qu'est-ce que je t'ai fait? Si, voilà des universitaires. J'ai eu des prises de position à la télévision. Je vous explique pourquoi certains veulent que le président parte. Même si nous résistons. Mais qu'ils gardent. Si on demande à un universitaire sérieux, qu'est-ce qui peut expliquer à ce jour la mise à disposition de Messanganya Mding? Et attention, j'ai abordé la casquette en plus de membre du comité central, mise à disposition à l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua. Je suis venu voir mon frère. Je lui ai dit, ok, mais Jaco, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, non, va d'abord, c'est le SGPR qui m'a dit de faire ça parce que. Ça veut dire que l'État n'est plus contrôlé. Et quand Abel Elimbilobé prend la parole à son tour, le plateau change de ton. Il ne crie pas, il supplie. Son regard grave, presque éteint, se pose sur la caméra comme s'il le parlait directement à Paul Biya, père de la nation. Entendez la voix de vos enfants.
Le silence s'installe, lourd, pesant. Elimbi Lobert ne brandit pas la Bible, pas cette fois-ci, mais son appel a des allures de sermon. Il parle d'un Cameroun à bout de souffle, d'une jeunesse sans espoir, d'une population qui réclame une chose, le changement. Ahidjo a dirigé 25 ans. Qu'est-ce que ça a donné? La culture du parti unique. La culture de mettre des gens au pouvoir sans consulter le peuple souverain. Il a mis Paul Biya au pouvoir. En 40 ans de Paul Biya, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons que toutes les organisations à vocation politique installent la culture de l'inertie en leur sein, en commençant par son propre parti. Où tu as des gens qui ont 40 ans, qui estiment que c'est un homme de 92 ans qui doit s'occuper de la route. S'il faut gouverner la route. Bino Bidjan. Tu as 40 ans. Biya a pris le pouvoir à 49 ans. Il a commencé, il s'occupait déjà des routes. Il s'occupait déjà de l'eau, de l'électricité, de la création des grandes entreprises. Vous avez 40 ans, vous avez 50 ans, vous avez 60 ans. Vous ne voulez pas vous occuper des routes. Vous dites, c'est celui qui a 92 ans. Que dans nos valeurs sociétales, nous devons amener à se reposer, à être une ressource. Est-ce qu'il vous a dit qu'il est fatigué? Non, qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas. Quand vous parlez à sa place. Qu'il le dise ou qu'il... Si lui-même ne le reconnaît pas, c'est que lui-même aussi est dans l'erreur. Et je termine en disant au président Biya que, papa, moi je te parle comme les évêques t'ont parlé. S'il advenait que tu disparaisses, je fais partie des gens qui auraient voulu que ce qui est arrivé à Ahidjo n'arrive plus jamais au Cameroun. Jamais plus. Que le pays entre dans la culture de la conservation, de l'entretien des anciens présidents qui lui ont servi. Ce n'est pas ce qui risque de se passer. Ce qui risque de se passer, c'est ce qui s'est passé en 82. C'est-à-dire qu'il y aura une liesse populaire parce que tu as disparu. Mais ce changement, Paul Biya l'entend-il? Rien n'est moins sûr, car sur le plateau, les défenseurs du président sont prêts à tout pour protéger son image. Pour eux, Paul Biya n'est pas un simple chef d'État, il est une institution, un mythe, presque une divinité. Après lui, il n'y a rien. Lâche le prof Michel Oyane, provoquant des éclats, des rires sarcastiques du côté de Baïbek. Cette vénération que certains qualifient d'aveugle empêche tout débat rationnel sur l'avenir du Cameroun. Jusqu'à ce jour, le principal responsable de ce régime s'appelle Paul Biya. Et c'est le président de la République, chef de l'État. Et je le dis sous le contrôle du professeur Massanga Nyamdi, Paul Biya est un homme modéré. Paul Biya est un homme tempéré. Paul Biya est un démocrate. Et Paul Biya a toujours montré qu'il voulait avoir des relations cordiales avec tous les compartiments de la société camerounaise. Que ce soit les citoyens pris individuellement, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les organisations religieuses. Je pense donc qu'il n'y aura aucun problème, tant que Paul Biya est président de la République, entre l'État et l'Église catholique en particulier. Vous savez, lorsque je suis certaines personnalités qui sont parfois membres du gouvernement, qui parfois ont des discours va-t-en-guerre, moi j'en ris. Parce que je sais que celui qui, jusqu'à ce jour où nous parlons, jusqu'à cet instant où nous parlons, répond du système politique camerounais s'appelle Paul Biya. Et que Paul Biya n'a jamais voulu la guerre, jamais voulu le désordre dans ce pays. Donc il ne faut pas, il faut les ignorer. Parce que même certains qui sont ministres là, qui sont très prompts à prendre la chicotte, à prendre le fouet, à utiliser un discours guerrier, un discours de violence, il faut les ignorer. Parce que celui à qui les Camerounais ont confié
la gestion de leur destin s'appelle Paul Biya. Et tant qu'il est là, je le répète, je pense qu'il maîtrise bien ce système. Sur le plateau, André Luther Meka est la voix officielle du RDPC. Son rôle, défendre Paul Biya coûte que coûte. Face aux critiques des évêques, il se montre inflexible. Leur parole est respectable, mais elle ne peut dicter la politique d'un État. Ces mots sont pesés, millimétrés. Pourtant, sous cette façade de loyauté, on devine une tension, car défendre l'indéfendable n'est pas une tâche facile, surtout face à des adversaires aussi acharnés. Moi, de mémoire de citoyen, je n'ai jamais vu, je n'ai pas encore suivi des évêques qui posent des démissions dans des archidiocèses. C'est vrai que Monseigneur Toumi est parti, mais il était déjà très âgé, je crois plus de 80 ans. Et la plupart que nous avons vus ont fini leur magistère et ont été enterrés au niveau, n'est-ce pas, de leur archidiocèse. Je voudrais également aussi parler de la misère même au sein des institutions même de l'Église. Parce que ça, il ne faut pas oublier. Si on prend le paradis ailleurs, si on prend, n'est-ce pas, le bien-être ailleurs, il faudrait d'abord commencer par les exemples. Moi, j'ai chaque fois des cris qui viennent, n'est-ce pas, des enseignants des écoles catholiques qui ont 80 000, 100 000, des médecins dans les hôpitaux qui ont 80 000, 100 000, 110 000. Qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et beaucoup pensent même que l'Église est dans l'exploitation même des fidèles, parce qu'il y a des recrutements qui se font sous le sceau, n'est-ce pas, de la croyance, de la religion. Parfois même, les serviteurs sont, n'est-ce pas, les fidèles, les ouailles de l'Église, où naturellement, il n'y a pas, n'est-ce pas, de paye. Je voudrais signifier que, en ce qui concerne l'Église, il y a beaucoup de problèmes, les problèmes d'homosexualité, de mariage. On dit qu'il y a d'autres même qui ont des enfants, je n'en sais que dalle. Mais Sanga Nyamding est un énigme. Biaïste convaincu, il n'en reste pas moins un critique virulent du RDPC. Sur le plateau, il fustige ses anciens camarades qu'il accuse d'avoir noyé le président dans une mer de flatterie hypocrite. Nyamding ne mâche pas ses mots. Ces gens ne servent pas le Cameroun, ils servent leur intérêt. Ces interventions, bien que polies, sont des missiles dirigés contre le cœur même de son propre camp. Lorsque mon cadet est estimé petit frère Meka, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'aujourd'hui se battre comme il se bat pour défendre un régime pourri, un système pourri, il faut être fort. Moi je suis d'ailleurs de ceux qui pensent que on devrait décorer tous ceux qui ont fait 10 au moins 10 ans de soutien à ce régime. On doit s'il te plaît, s'il vous plaît, vraiment. Pour moi, pourquoi vous voulez parler tous ceux qui ont fait au moins 10 ans de soutien à ce régime, je vous assure, on doit les décorer. Les gens les plus pauvres sont les gens qui ont soutenu ce régime. Pour répondre, je chute sur sa préoccupation. Il faut faire attention aussi, Meka. Vous parlez à l'un des enseignants de sciences politiques qui publie et qui est ouvert, lorsque vous avez eu le kilo de me dire la différence qui existe entre un intellectuel et un militant. Non, permettez-moi de vous expliquer. Non, je vais vous montrer. Non, vous m'avez dit ceci. Mon cher petit frère, je vous répète encore ça. Que non, les intellectuels vont parler de l'agora pour s'engager. Non. Il ne faut pas confondre techniquement, sur le contrôle de mon jeune cadet aussi, qui est très, très brillant, les idées politiques. C'est-à-dire les idées, l'histoire des idées politiques, c'est-à-dire l'Antiquité gréco-romaine. Les idées, c'était Platon, Aristote, Platon, Voltaire, où il fait la différence entre le rang des magistrats, le peuple philosophe, roi philosophe, a essayé de montrer que l'intellectuel, effectivement, s'approprie les idées. Mais par contre, quand vous appuyez sur quelques auteurs, bon, je n'aime pas faire ça sur les plateaux de télé comme Duverger et bien d'autres, Jean Charlot, ils vous disent ceci. Un parti politique est un rassemblement de personnes en termes idéologiques qui a deux objectifs. Garder le pouvoir ou le conquérir. N'est-ce pas? Effectivement. Et il faut faire très attention, vous. Parce que je suis en train de démontrer que l'une des faiblesses de ce système et qui a affaibli le président Paul Biya, qui l'a rendu, qui l'a discrédité. Parce que quand on voit les actes que posent certains collaborateurs du chef de l'État, le président n'est pas crédible. Et c'est quelqu'un qui l'aime qui le dit. Moi, je voudrais que l'héritage qu'on va vous laisser, vous, nos cadets,
biaïstes et soutiens, c'est que prenez un héritage pour protéger le peuple. Parce que par moment, vous ne réalisez même pas que ils ont phagocyté le président, ils l'ont pris en otage. Mais regardez les hommes d'affaires qui sont en prison pour rien. Regardez les intellectuels qu'on a détruits. Regardez des personnes sans espérance et carré qui tiennent l'État. Il se lève un matin, il dit, toi tu es DG, toi tu es ceci, toi tu es là. Et un président Paul Biya qui est neutralisé, pris en otage. L'État est bloqué. Tout a commencé par une flamme déterminée, celle d'un prélat au verbe clair et au courage inattendu. Le 25 décembre 2024, dans une atmosphère feutrée de Noël, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, s'adresse au monde depuis les ondes de RFI. Ses paroles, telles des éclats de braise, tombent dans un champ de paille sèche. Une nouvelle candidature de Paul Biya n'est pas réaliste. Cette déclaration, loin d'être une simple opinion, agit comme l'étincelle qui embrase le cordon de mécontentement enfui dans la conscience collective du Cameroun. L'effet est immédiat. D'autres évêques, jusque-là silencieux en Guadeloupe, Monseigneur Emmanuel Abo Dengaoundéré et Monseigneur Barthélemy Yaouda Ourgo de Yagua, prennent la relève dans leur homélie du Nouvel An, comme des éclairs dans un ciel orageux. Leurs paroles éclairent la nuit de l'immobilisme politique. Ces hommes de Dieu, habituellement garants du calme et de la tempérance, deviennent soudain les prophètes d'un vent de révolte. Ils dénoncent, appellent à l'alternance et osent poser la question que tout le monde murmure. Et si Paul Biya s'effaçait pour laisser le Cameroun respirer un peu? Mais asseyons-nous. Et respectons le président qui nous dit, je peux partir, ou alors je verrai si je peux me reposer au village. Mais vous voyez des gens se lever, et puis d'ailleurs, regardez même dans les télévisions ce soir et ailleurs, ceux qui veulent rester, c'est des gars qui ont 20 ans de poste de ministre, 15 ans de poste de directeur, 30 ans de poste de ceci. Mais c'est sauvage. D'accord. Mais ils n'ont plus de crédibilité, de croissance politique. Il faut enfin que les intellectuels comme nous tous, quand j'écoute le Mon Jeune, je suis heureux. Je pense qu'à un moment donné, ne nous laissons plus faire. Disons à ces gens, taisez-vous. Les prélats sont dans leur rôle. Ces prises de position inattendues mais puissantes ébranlent le sérail. Le silence poli des palais cède la place à une agitation nerveuse. Certains ministres murmurent à demi-mot que l'Église est sortie de son rôle. Mais comment ignorer ces voix quand elles résonnent comme le tocsin d'un peuple à bout de souffle? Paul Biya est en danger. Le premier même qui est en danger, c'est pas vous, c'est pas moi. Parce que ces gens ont un calcul clair. Que le président se présente et reste au pouvoir le plus longtemps possible pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Et je chute avec les évêques en vous disant que les évêques sont des personnalités morales qui sentent ce qui vient. Et au moment où nous parlons, ça fait 7 ans que nous sommes là. J'ai fait un bilan dans mon livre. Regardez, en 4 ans d'une Abidjan. 82-92, le président a effectué 15 remaniements ministériels. 92-2002, il a effectué 11 remaniements ministériels. 2012, suis-moi bien. Non, je force pas, je suis professeur. Vous chutez, s'il vous plaît. 2012, il a effectué 5 remaniements ministériels. 2012 jusqu'à présent, pratiquement. Ça veut dire que le président est bloqué. Ça veut dire que le président est pris en otage. Je ne sais pas ce que vous voulez souvent expliquer. Et puis profiter, vous comprenez? Je vous dis, c'est bloqué. L'État est bloqué. C'est une bande de petites personnes autour du président qui managent tout. Mais on le voit au quotidien. Merci, professeur. On voit ce qui en profite. On voit que le président Paul Biya, que moi j'ai connu, du moins dans ma fougue de militants, est pris en otage, pas par les militants qui souffrent, comme vous-même, mais il est pris en otage par une bureaucratie comprador qui estime qu'avec l'argent, on peut tout faire. Merci. C'est pourquoi, à ce jour, je pense que le président, non seulement il est en danger, mais les Camerounais sont en danger parce que ces gens ont 2 objectifs.
Ou Paul Biya reste par tous les moyens, ou Paul Biya essaye de partir et ils font la guerre. Merci, professeur. C'est ce que nous voulons Merci. éviter. Merci. L'image est claire. La mèche allumée par Samuel Cléda court le long d'un baril de frustration accumulée. Chaque étincelle de vérité prononcée par les évêques éclaire les recoins sombres d'un système qui titube. Ce n'est plus simplement une prise de position religieuse. C'est un cri d'alarme national. La flamme dévore tout sur son passage, réveillant la conscience citoyenne, ranimant les espoirs d'un changement, mais attisant aussi la colère de ceux-là qui craignent de perdre leur pouvoir. Le prophète Jean Baïbek, sans surprise, se range du côté des évêques. Pour lui, leur prise de position est un acte de courage, une preuve que le Cameroun a encore des leaders capables de dire la vérité. Il applaudit leur démarche et appelle les autres institutions, religieuses ou non, à suivre leur exemple. On écoute Jean Baïbek. C'est ça que l'évêque de Baroua dit en craquant. C'est pourquoi il parle un mot inacceptable. En réalité, il faut comprendre qu'il a craqué. L'évêque de Yagua. Voilà, il a craqué, il n'a pas élaboré un discours, ni une pensée. Il craque. Il a pété un câble. D'ailleurs, il a pété le câble. Et il dit, après ça, il dit Amen. Il a craqué. Bon, mais ce craquage-là montre l'état d'esprit qu'il y a dehors. Ce qu'il y a dehors comme état d'esprit, c'est qu'il y a une cristallisation des diables, des satanis, des lucifériens et des PC, qui aussi sont dans ce que les philosophes de la Deuxième Guerre avaient appelé l'énergie du désespoir. Il y a des gens là, les moulinaires, les petits jacots là, eux, ils savent que demain, ils ne pourront pas survivre dans un pays normal. La survie dans un pays normal pour eux est possible. Et même dans le monde. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre pied à Paris, ni à Toronto. On les chasse. Et donc, comme ils savent ça, ils sont donc, nous on explique donc, mais la question est donc ici. Est-ce qu'on joue leur jeu? Que comme nous on est finis, venez, on vous brûle ensemble avec nous. L'Église catholique, avec son aura de neutralité et son autorité morale, a su toucher là où cela fait mal. Elle parle pour les sans-voix, les laisser pour compte d'un système qui semble fonctionner pour une poignée d'élites. Chaque mot des évêques bien posé devient une braise de plus dans un feu de mécontentement populaire. Abel Elimbilobé ne se contente pas de soutenir les évêques. Il va plus loin. Si les hommes de Dieu eux-mêmes réclament le changement, que reste-t-il à dire? Son discours calme mais percutant appelle à une mobilisation générale. Pour lui, il ne s'agit plus seulement de critiquer le régime, mais de bâtir une alternative crédible. Abel Elimbilobé. Des consciences morales de notre pays s'élèvent. Et je leur demande de se lever davantage, de ne pas avoir peur. Quand l'artiste Petit Pays prend la parole ces jours-ci pour évoquer la même situation, je vois une levée de bouclier à l'intérieur du RDPC. Je ne vois pas de levée de bouclier nulle part ailleurs. La société civile ne s'en plaint pas, les autres partis ne s'en plaignent pas. Il n'y a que le RDPC qui se plaint. Chaque fois qu'une personne qui représente une espèce de référence morale évoque le mal fondé de la candidature du président Biya, le RDPC est irrité. Et pourtant, tous ceux qui parlent de ces questions-là n'éludent pas le fait que le RDPC dispose de ressources énormes qui devraient pouvoir, dans le sens même des valeurs culturelles de notre pays, envisager de continuer l'œuvre du président. Si vous avez l'intime conviction que le président avec qui vous avez travaillé 40 ans durant a bien fait et que son œuvre doit être poursuivie, comment se fait-il que dans 800 personnes, vous ne trouviez personne qui a été formé, qui a été à côté du président, en qui le président peut avoir confiance pour continuer son œuvre? Je rappelle que le président n'a pas fait 25 ans avec le président Ahidjo, mais le président Ahidjo a eu confiance en lui, a estimé qu'il avait suffisamment été formé, qu'il pouvait continuer l'œuvre du parti unique, etc. Et il lui a donné la position qui lui permettait de s'installer. Et puis, vient Dieudonné Issomba,
Son ton tranche avec celui des autres. Pas de passion, pas de colère, juste une froide analyse de l'économiste. Pour lui, le problème va bien au-delà de Paul Biya. Sans réforme structurelle profonde, le Cameroun est voué à l'échec. Ces mots, bien que secs, sonnent comme un avertissement. Le débat sur Vision 4 reflète les fractures d'un Cameroun en quête de renouveau entre les appels à la tenance des évêques, la colère des intellectuels et la défense acharnée du RDPC. Le pays se prépare à une présidentielle 2025 très cruciale. La question demeure, le Cameroun est-il prêt pour le changement ou alors restera-t-il prisonnier de ses vieilles habitudes? On écoute l'expert Dieudonné Somba. Ça montre aussi une sorte d'impasse du système totalitaire, du pouvoir totalitaire centralisé, où le chef de l'État est un messie, le père de la nation, contrôle tout l'argent au palais, contrôle tous les postes au palais, contrôle tout au palais. C'est cette impasse. Et vous allez remarquer que malheureusement, nos hommes politiques n'ont pas compris que la problématique du Cameroun, ce n'est pas le code électoral. Le code électoral est tout simplement un moyen pour pouvoir avoir des postes dans un système qui existait déjà. Mais est-ce que le système existe? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal d'avoir un poste comme celui de président de la République du Cameroun, centralisant tout dans un pays aussi divers, aussi clivé? Est-ce que ce n'est pas ça l'objet de violentes commissions intercommunautaires qui rendent toute vie politique impossible, normale, impossible? La question qui brûle désormais toutes les lèvres est simple. Où va le Cameroun? La mèche allumée par les évêques n'est pas une fin en soi. Elle peut conduire à une explosion salutaire, balayant les vieilles habitudes et laissant place à une ère nouvelle. Mais elle peut aussi, si elle n'est pas maîtrisée, réduire en cendres les fondations fragiles du pays. L'avenir dépendra de la capacité des acteurs politiques, religieux et civils à canaliser cette énergie. Le Cameroun est comme une lampe à huile qui vacille dans une nuit sans lune. La flamme peut illuminer le chemin ou consumer l'ensemble. Une chose est sûre, l'allumette est grattée et le feu est parti. Reste à savoir si ce sera celui de l'espoir ou du chaos. Au Cameroun, nous avons d'un côté le président et de l'autre le reste des Camerounais. Parce que le président a tout. Donc le problème aujourd'hui, c'est que est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut commencer la réforme du système et surtout le démantèlement de ce poste? Au cœur de cette tempête, les évêques rappellent une vérité simple mais essentielle. Un pays ne se construit pas sur des silences complices, mais sur des paroles courageuses. Reste donc à voir si cette mèche allumée portera le Cameroun vers une lumière nouvelle ou si alors elle se perdra dans l'obscurité des luttes intestines.